Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, pour cet épisode 82 de la saison 4, et oui, ça fait déjà la 4e année pour le podcast de Monsieur Joe, nous recevons donc épisode 82, Christophe Hurtel, qui va nous parler de création de GmbH. Christophe est avocat associé au cabinet Brödermann Jan à Hambourg. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Bonjour Joël, très bien, merci. C'est splendide aujourd'hui et je me réjouis d'être avec toi ce matin. Écoute, c'est super. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, on enregistre, Monsieur Joe essaie d'enregistrer les week-ends. En week-end, donc on essaie de trouver des slots avec nos invités. Un petit appel aux invités. Si vous sentez un samedi matin de venir nous parler, n'hésitez pas. Écoute, Christophe, je suis ravi qu'on arrive à s'aligner sur un rendez-vous pour échanger. Comme tu le sais, le format de ce podcast, une trentaine de minutes, on commence toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, Christophe, c'est à toi. Raconte-nous un peu ton parcours. Oui, merci Joël. Non, mon parcours personnel, il est quand même assez proche lié à la France et à la francophonie et au voyage aussi. Quand j'étais petit enfant, en 82, je suis déménagé de la belle ville de Mainz en Allemagne, au bord du Rhin, dans le pays de l'Éthiopie, à Addis Abeba, où mon père était professeur à l'école. Et nous avons passé 5 années là-bas, donc jusqu'en 87, qui m'ont beaucoup impressionné à l'époque. Après un retour de 6 ans à Mainz, de nouveau, en 93, mon père, il a de nouveau déménagé avec ma mère et notre famille. Et nous sommes arrivés à Strasbourg. Et c'est là où j'ai appris qu'est-ce que c'est l'école et le lycée français. Et j'ai fait mes premiers pas en français dans cette école-là, au lycée des Pontonniers, où j'ai passé la seconde, la première et la terminale, avec le baccalauréat à la fin. Après cet parcours scolaire, je me suis décidé de prendre des études de droit. Et à l'époque, il y avait un cours qui s'appelle der Deutsch-Französische Magisterstudiengang, DFM, qui était dans sa 7e édition. Et ces études, ils démarrent toujours à l'université de Cologne. Pendant 2 ans, il y a un groupe d'à peu près 60 étudiants, moitié allemands, moitié français, qui commencent ensemble un parcours de 4 ans. Dans les 2 premières années se déroulent à Cologne et les 2 dernières années, pour moi, c'était les années 98 jusqu'à l'an 2000, se déroule à Paris 1, à la Sorbonne. Où pour le mondial. Pardon. Pour le mondial de football 98. Oui, voilà. Excuse-moi, Christophe. Je ne suis pas très foot, mais là. En effet ça. Et en plus, c'était en 80. Quand la France est. 98. Est-ce qu'elle était devenue 98, oui, je me souviens. On était juste en train de déménager à Paris quand la France est devenue champion du monde. Et donc, j'ai passé deux fantastiques années à Paris, dans le 13e, dans la rue des Gobelins, pour chaque matin traverser la rue Mouffetard pour aller à l'université Panthéon-Sorbonne. Donc, c'était après les 4 ans, dans l'année 2000, j'ai obtenu la maîtrise. À l'époque, ça s'appelait encore la maîtrise. Et j'ai déménagé à Berlin de nouveau, où j'ai passé le premier examen d'État de droit allemand et où j'ai connu
professeur Kadner, qui était mon professeur qui a organisé ma thèse. Et donc, après, il s'en suivait la troisième fois où j'ai été dans un pays francophone. J'ai déménagé à Genève, où j'ai passé ma thèse entre les ans 2003 et 2007 pour faire une thèse en droit comparé et pour passer aussi de très belles années dans cette ville suisse francophone et où j'ai connu ma femme qui était aussi à l'université là-bas et en discutant où aller ensemble, nous avons pris la décision d'aller à Hambourg, où nous avons atterri en 2007. Et depuis ça... C'est difficile de repartir, n'est-ce pas? Voilà, non, c'est Hambourg, pour moi, j'ai vraiment trouvé la ville où je me sens bien. Non seulement parce que c'est une ville portuaire qui est ouverte pour tout le monde, donc qui accueille tout le monde, qui est belle aussi, architecturalement. C'est beaucoup d'espaces verts, culturellement. Voilà. On fait un peu de plus pour notre ville d'adoption, on est bien d'accord. Oui. Chers auditeurs, je pense que les invités qui viennent de Hambourg, excuse-moi Christophe de t'interrompre, mais dans le sens où j'ai un peu pas le même parcours, mais pareil, arrivé ici en 2004, en se disant bon, on va s'installer là, j'y vais pour 2 ans, et en fait la ville est, même si des fois on peut dire en hiver, la grisaille persistante, une qualité de vie, la verdure, la nature, l'ouverture, puisque c'est quand même le premier port allemand, donc tout transite par Hambourg, niveau culturellement et multiculturel, toutes les nationalités au coin des rues. Voilà, on fait un clin d'œil alors hier j'étais en discussion, je crois que c'était la chambre de commerce de Hambourg, et c'est dire voilà, c'est vraiment là, comme en allemand, la porte vers le monde, hein, tu peux le dire en allemand, Christophe. Das Tor zur Welt. Genau, ganz genau, et c'est vraiment ça, et c'est vrai, c'est complètement ça quoi. Mais donc en revenant un peu ton parcours, excuse-moi Christophe, donc 2007 arrivé à Hambourg, et donc plus reparti quoi. Voilà, et à partir de 2007, j'ai commencé mon référendariat, c'est-à-dire la phase pratique des études de droit. Et pendant cette période, je pris la candidature, où j'ai soumis ma candidature pour passer la station d'avocat dans un petit cabinet qui s'appelle Brödermann-Jahn. Et ce qui m'a fasciné dans ce cabinet, c'est qu'il est petit, mais le travail qu'il fait, ou la spécialisation que ce cabinet a, c'est le conseil en droit transfrontalier. Donc c'est vraiment la rencontre des cultures, non seulement la culture des gens, mais aussi des cultures de droit. Dans ce cabinet de haut niveau qui m'a tout de suite fasciné. Et, dès le début, j'étais jeté dans le bain. Et donc, c'est là où j'ai commencé mon parcours professionnel, si tu veux, parce que ça, c'est une deuxième question. Oui. Donc, c'est là où j'ai découvert que avec mes capacités de langue, ma formation en droit comparé et en droit allemand, on peut en faire quelque chose qui résulte sur quelque chose de vraiment international. Et donc, c'est-à-dire le conseil des clients qui viennent de l'étranger en Allemagne pour faire des affaires ici, ou le conseil d'entreprises allemandes qui vont ailleurs dans le monde pour les accompagner dans leur chemin, voilà, vers le monde. Excuse-moi, ça veut dire que un cabinet spécialisé droit d'affaires, droit allemand et autres droits, ou que droit allemand et droit français? Non, ça dépend. Le conseil que nous donnons reste quand même le droit allemand. Bien sûr, nous avons des connaissances comment fonctionne, par exemple, un contrat transfrontalier, un contrat international. Il y a des instruments de droit qui sont
au-delà du droit national, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le droit de la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises. C'est un set de règles qui est identique dans beaucoup de pays au monde. Mais aussi, nous savons comment un tel contrat fonctionne. Alors, quand ça arrive qu'un contrat porte une clause de choix d'un droit étranger, nous avons un réseau de collègues partout dans le monde où nous allons les appeler pour nous assurer que notre conseil que nous donnons tient aussi en droit étranger. C'est-à-dire que, voilà, nous conseillons en droit allemand, nous conseillons un contrat et quand il y a la loi étrangère qui intervient, nous collaborons avec des collègues étrangers. Et c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Oui, ok. Voilà. Ouais, après, écoute, ça permet de faire un peu le lien vers la thématique qu'on veut aborder. Merci de cette introduction, Christophe. Ça veut dire donc plutôt le droit des affaires ou le droit des entreprises ou... Je m'y connais pas trop dans le milieu, par quelques thèmes. Bon, il y a les droits des affaires, le droit de la famille, je sais pas ce qu'il y a comme le droit civique et ainsi de suite. Vous, il y a une spécialité droit d'affaires, des affaires ou droit entreprise ou autre? Oui, voilà. Alors, c'est le droit des affaires. D'accord. C'est-à-dire, et ça inclut aussi le droit des entreprises. Oui, parce que c'est deux trucs différents. Voilà, donc ce que peut-être on peut s'approcher par dire ce que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas du droit public, nous ne faisons pas du droit pénal. Nous ne faisons pas le droit général civil, c'est-à-dire le voisin qui se dispute avec son voisin sur la position de la clôture ou sur les fumées de son grille qui traversent le jardin du voisin. Ça, ce n'est pas notre affaire. D'accord. Non plus le droit de la famille, mais dès qu'une entreprise entre sur le plan, nous sommes le partenaire et le conseiller. Voilà, donc, et nous avons aussi un département d'une collègue qui fait le droit de la succession et le droit de la succession des entreprises. Donc, c'est assez lié, oui. Voilà, c'est assez lié quand même, et on peut s'imaginer comme ça. C'est ça notre spécialisation. Bah, écoute, super. Et en plus, donc, si j'ai bien compris, en langue allemande, français, puisque j'imagine toi, en anglais, bien sûr, peut-être d'autres langues. Voilà. Ça nous fait venir donc pourquoi tu voulais aussi nous parler sur en plus de ton parcours, qui est super intéressant, un peu comme j'ai un peu parcours, mais de suivre les parents à l'étranger quand on était enfant, ça donne une ouverture sur le monde qui est assez impressionnante. Voilà. Enfin, je veux dire, ton français est, je peux dire, même meilleur que mon allemand des fois. Mais merci. Je pense que les auditeurs reconnaîtront, apprécieront cette présentation. L'idée aujourd'hui, c'est on se base sur une présentation que tu nous avais fait par le passé, je crois en 2023, dans le cadre d'un club d'entrepreneurs, on va dire, d'un groupe qui se rencontre une fois par mois, je crois que c'est le premier mardi du mois, qui s'appelle le MF72, que tu es aussi participant. Tu nous avais présenté, nous avais invité au cabinet Broderman, qui est super chouette. Je crois que c'était l'été dernier, au mois de mai, si je me trompe. Oui. Et tu nous avais présenté, on va dire en introduction, ou un peu en appetizer, le fonctionnement de création de GmbH. Donc GmbH, pour les auditeurs français qui ne sont pas en Allemagne, c'est l'équivalent de une société anonyme, une SA ou SAS. Mais je laisse parler l'expert parce que j'ai quelques connaissances, mais je pense qu'il faut référer toujours un avocat sur cette thématique. Christophe, comment tu veux nous présenter le sujet? Je te laisse dérouler. Oui, merci. Alors, en effet, ce que tu dis est vrai. Les entrepreneurs qui viennent chez nous avec cette question, nous voulons faire quelque chose en Allemagne. C'est-à-dire, nous voulons lancer une affaire en Allemagne, soit parce que c'est une entreprise qui est déjà en vie en France ou ailleurs et qui veut créer sa société filiale ici
en Allemagne Mhm. où c'est un entrepreneur, personne naturelle comme toi, moi, Mhm. les autres collègues du MF 72. Mhm. Ils viennent chez nous et ils nous disent, voilà, c'est ça notre idée que nous avons. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une personne française qui m'a dit, voilà, j'ai un associé et nous avons l'idée de faire quelque chose dans l'immobilier en Allemagne et nous avons besoin du conseil, comment nous pouvons nous attaquer à cette question. Mhm. Et la première question qui se pose dans ces cas-là, c'est est-ce que je veux, en tant que personne naturelle, c'est-à-dire homme ou femme, est-ce que je veux risquer mon patrimoine personnel, ma maison, mes comptes, ma voiture, je ne sais pas, les dépôts que j'ai, pour cette affaire-là, ou est-ce que je veux créer une personne morale qui servira comme véhicule de mes affaires en Allemagne. Mhm. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si mon idée d'affaires nécessite des capitaux empruntés à la banque ou de louer des bureaux, louer des voitures, des ordinateurs et tout ça, si c'est le cas, il se pose toujours la question comment est-ce que je peux sauvegarder mon patrimoine personnel. Et c'est ça l'outil qu'on peut prendre, c'est la GmbH. C'est la Gesellschaft mit beschränkter Haftung. C'est une société à capitaux, une personne morale qui elle-même agit dans le monde des affaires. Il y a d'autres formes de sociétés à capitaux et aussi des sociétés à partenariat. Et le choix de quelle société on peut prendre, ça c'est un choix qui est souvent dirigé par la question des impôts. C'est-à-dire, avant, ça fait toujours sens aussi de consulter un expert en impôts pour savoir quelle est la bonne forme. Mais souvent, et ça c'est vrai, souvent, la GmbH, c'est quand même la forme des sociétés qui passe partout. Ouais. Elle est assez simple à gérer. Elle permet aussi de contrôler les associés qu'on a et les compagnons dans les affaires qu'on a. Alors Donc voilà. on aborde là la partie, comment on la constitue, donc le capital Voilà. de départ, comment on appelle Voilà. ça, le Gesellschafter Vertrag, ou je sais plus comment on appelle Voilà. ça. Les statuts. Donc les statuts. Gesellschaftsvertrag. Oui. Voilà. On aborde ça. Qu'est-ce que tu en penses Oui, juste général? Oui, voilà, on aborde ça. Donc, si le choix est tombé sur la GmbH, on peut le faire tout seul, on peut le faire à plusieurs, à 2, 3, 4, 5. Et ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est-à-dire, c'est une société à capitaux, donc il faut donner un certain montant de capitaux de travail à cette personne morale. La loi dit le minimum qu'il faut donner, c'est 25 000 euros. C'est ça le capital social qu'il faut libérer, ça s'appelle comme ça, il faut libérer ce capital. Et c'est ça qui représente la responsabilité limitée qu'on met. C'est ça le pari qu'on met dans cette société, c'est l'argent qu'on donne à cette société. Si c'est perdu, mais ça reste là. Donc, sauf des cas extrêmes, il n'y a pas de possibilité de s'attaquer aussi à sa maison et tout ça. Donc 25 000 capital minimum, au début, il ne faut payer que la moitié sur le compte de la banque, de la société. C'est-à-dire, il faut avoir en espèce liquide, en moyen liquide, 12 500 euros qu'il faut payer sur le compte. Et pour le reste, pour les autres 50%, il y a en effet une responsabilité personnelle limitée à ce montant maximal de 25 000 euros. Voilà, donc ça, on peut apporter
ce capital soit en espèces, c'est-à-dire on vire de l'argent sur le compte bancaire. Théoriquement, c'est aussi possible de venir avec une valise pleine d'argent et de la poser sur la table. Okay. Mais je crois que les questions qui se posent sur l'origine des capitaux. L'origine sont moins faciles à ce moment-là. Mais... Donc on peut apporter ça, on peut virer de l'argent sur le compte qu'on ouvre à la banque au nom de la société, ou on peut apporter ce capital en notre bien. On peut apporter une idée, une voiture, un contrat qu'on a qui rapporte de l'argent, ou on peut même aussi apporter son travail, sa capacité personnelle. Dès qu'on apporte ce capital dans une autre forme qu'en espèces, il faut intégrer un expert comptable pour valoriser cet apport. Okay. Il faut le savoir. C'est possible. Okay. La loi, elle dit à ce moment-là, il faut quelqu'un qui dise, voilà, c'est ça la valeur, pour que les créanciers de la société ont la sécurité que le capital social arrive quand même à 25 000 euros. Ça veut dire, Christophe, si je comprends bien, sur les 12 500 à apporter en plus, tu peux être une capacité intellectuelle qui doit être justifiée à une certaine valeur. J'en sais rien, quelqu'un qui est un artiste ou quelqu'un qui est développeur d'un outil, en aller prenant l'exemple de l'intelligence artificielle, et son savoir doit être validé par un expert en disant oui, cette connaissance a une valeur de 12 000 euros. Ou une voiture, bon, ça c'est du matériel, c'est en matériel, mais ça peut être quelque chose d'immatériel alors. Voilà. C'est intéressant. Ça peut être ça, mais il faut que la valeur à la fin arrive au montant au moins de 25 000 euros. Oui. Ça peut être plus, c'est ça le capital minimum. Ce chiffre de 12 050, c'est autre chose, c'est combien est-ce que je dois payer vraiment en liquide sur un compte. Moment, voilà, sur un compte. Le besoin par exemple d'avoir de la liquidité ou si par exemple la société s'écroule parce qu'elle a pris des dettes, les créanciers viendront prendre sur ce compte-là. Modo, c'est ça. C'est ça. On peut même y aller sans argent du tout. Oui, une game à 1 euro. À ce moment-là, il faut avoir cette valorisation, parce qu'à la fin, ça peut être une banque qui te donne crédit. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais ça, c'est pas des capitaux propres. Okay. C'est des fonds qui viennent d'ailleurs. Mais ça serait donc des investissements en plus, en dehors des 25 000 euros, quoi. Voilà, okay. Voilà, en effet. Ok, c'est bien de préciser. Voilà, donc ça, c'est sur le côté financier. Juste en anecdote, il y a aussi la possibilité de démarrer avec 1 seul euro. Ça s'appelle la Unternehmergesellschaft. C'est la Baby GmbH, comme on dit en allemand, mais elle est moins bien vue. C'est plutôt quelque chose pour des petits artisans qui n'ont pas beaucoup de capitaux, mais au marché, elle est moins bien perçue qu'une GmbH. Parce qu'il n'y a pas de garantie derrière et autres. Voilà. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, et ça se fait assez souvent. C'est le fameux UG qui est derrière le nom d'une société. Quelqu'un qui fait qui fait par exemple des events sur des marchés ou autres. Voilà. Et il y a aussi, mais peut-être je m'écarte du sujet, après si tu nous diras, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs et les auditrices qui nous suivent. Après, il y a beaucoup d'autres formats, comme le KU, Klein Unternehmer, mais ça va être plutôt pour des activités intellectuelles, non ? Enfin, moi, je me rappelle, par le passé, j'en avais fait une en faisant une Nebentätigkeit, donc une activité en parallèle de mon emploi principal, limitée dans le nombre d'heures par rapport à mon employeur, autorisation et compagnie. Et j'avais créé donc un Klein Unternehmer, KU, avec Mehrwertsteuer, donc déclaration de TVA, parce que je faisais de la vente, de l'import et de l'export. Mais c'est quelque chose qui... Et là, je pense que c'est bien que tu le précises aux auditeurs. Si mon souvenir est bon, de mon Steuerberater, donc le contrôleur comment on appelle ça, un contrôleur fiscal, non pas contrôleur fiscal, un contrôleur au compte, disait vous pouvez le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à partir d'un moment, le fisc, donc le Finanzamt, va bien sûr, l'attente c'est que quand vous créez une société ou un Klein Unternehmer,
C'est que vous gagnez de l'argent et non pas l'utiliser comme véhicule pour, comment dire, récupérer certaines valeurs ou autres, ou faire passer des frais dessus, hein. C'est bien ça. Oui, en effet, ce que tu dis est Si. vrai. Le Kleinunternehmer, ça, c'est une notion qui vient du droit des impôts. Ah, ok. Parce que ça a un lien avec la TVA et la question si tu prends la TVA ou pas quand tu écris tes factures. Juridiquement, ce que tu es quand tu es Kleinunternehmer, tu es Kaufmann. Kaufmann, ouais. Et c'est-à-dire que tu t'engages avec ton patrimoine personnel dans aussi tes contrats des affaires, si tu veux. Donc, si tu fais de l'import-export, tu achètes sur mes biens. Tu achètes et tu vends, et si tu ne payes pas tes factures à ton fournisseur, il peut prendre... voilà, c'est à la limite ta maison. Et si tu veux. Ça, c'est der Kaufmann. Donc, c'est la personne physique qui est le partenaire contractuel des fournisseurs et des acheteurs. Il y a aussi les sociétés de personnes, ça s'appelle Offene Handelsgesellschaft, BGB-Gesellschaft. Il y a la KG, la Kommanditgesellschaft. Oui, qui est au-dessus. Et voilà. Et après, sur l'autre côté des sociétés à capitaux, il y a par exemple aussi la Aktiengesellschaft, AG, qui est plutôt faite pour des grandes entreprises, donc qui veulent se financer sur le marché des capitaux et qui fonctionnent différemment. Ok, comme les coca. Mais ça, c'est une autre. Donc, j'ai mélangé les deux, la fiscale et le. Ok. Voilà. Donc, disons, la grande question que tu te poses juridiquement avant de te lancer, c'est est-ce que je veux personnellement garantir avec mon patrimoine, ce qui donne beaucoup de confiance à tes fournisseurs ou acheteurs, partenaires, tes fournisseurs, ou est-ce que je ne veux pas faire ça, donc je fais une société à capitaux, ou il y a des formes hybrides aussi, et c'est là où tu es plus tranquille pour ton patrimoine personnel, mais une banque va, par exemple, pour te donner crédit, te demander des garanties, des choses comme ça. Ok, pour pouvoir acheter les marchandises. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la GmbH encore? On ne va pas faire un cours détaillé, mais il faut peut-être savoir 2-3 choses. Alors, pour les gens qui agissent dans une GmbH, tu as bien sûr les associés. Ça, ce sont les gens qui donnent leur argent pour financer la GmbH, pour faire le contrat des associés, les statuts, den Gesellschaftsvertrag, die Satzung, on appelle ça, le droit allemand appelle les statuts d'une GmbH, die Satzung. Ah oui. Ça peut être des personnes naturelles, donc toi, moi, les autres collègues de MF72, ça peut être aussi des personnes morales. Une autre société, quoi. D'autres sociétés, on connaît ça, des structures de holding, c'est des personnes morales qui sont associées d'autres personnes morales. À côté, eux, ils ont la tâche de décider sur vraiment des questions de base, c'est-à-dire dissolution, créer d'autres sociétés dont cette personne morale est associée, ouvrir des ateliers, fermer des ateliers et des choses comme ça. Et aussi allocation des profits ou des pertes une fois par année. Ça, ce sont les associés. Après, das sind die Ausschüttungen, ja, das ist die Gewinnverwendung oder die Verlustzuschreibung. Voilà, pour que vous appreniez le vocabulaire allemand, chers auditrices et chers auditeurs. Voilà. Die Ergebnisverwendung. Oui, le résultat. Ça, c'est voilà. Après, il y a die Geschäftsführung, la gérance. Ça, c'est des décisions de tous les jours, du quotidien. C'est le Geschäftsführer qui gère la GmbH, donc qui fait ce que les statuts et le but de la société lui permettent. Il fait des contrats, il loue les voitures en leasing, il va à la banque pour
pour prendre les kits crédits. Il achète, si c'est import-exportation, il achète les marchandises, il les vend et tout ça. C'est lui qui engage la personne morale vers l'extérieur. Alors, il faut savoir 2-3 choses sur cette position du Geschäftsführer. Le Geschäftsführer en soi, il faut voir d'un côté son rôle dans le droit des sociétés, c'est-à-dire son pouvoir de représentation, mais ça ne veut pas automatiquement dire est-ce qu'il gagne de l'argent. Ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a un deuxième contrat qui s'ajoute, c'est le contrat de service où on règle toutes ces questions. Combien est-ce que je gagne? Est-ce que j'ai des vacances? Qu'est-ce qui se passe si je deviens malade? Où est-ce que je travaille? Combien de temps est-ce que je travaille? Et tout ça. Donc, il y a plusieurs contrats qui tournent autour du Geschäftsführer. Prochaine chose qu'il faut savoir, c'est son pouvoir de représentation vers l'extérieur est par la loi illimité. Donc, il peut toujours faire tout ce qui est nécessaire pour faire avancer la GmbH. Si les associés veulent contrôler ce que le Geschäftsführer fait, ils vont écrire dans son contrat de service ou dans un autre contrat ou dans des autres statuts où il doit demander les associés avant de s'engager dans une affaire. C'est-à-dire, s'il veut louer des bureaux, on peut dire, voilà, avant que tu fasses ça, avant que tu signes le contrat, tu dois nous demander et nous allons te dire, voilà, tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire. Si tu veux prendre un engagement financier qui va au-delà de 10 000 euros par an, par exemple, les associés peuvent dire, voilà, avant que tu nous demandes. Si le Geschäftsführer le fait quand même, le contrat vers l'extérieur sera valable, mais il sera personnellement responsable envers les associés de cette affaire-là. Ça veut dire que ça permet de protéger, c'est un mécanisme interne de protection de la GmbH, c'est pour pas malversations, mais mauvais usage des rôles, c'est ça? Voilà, okay. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a une protection du monde des affaires à l'extérieur pour qu'eux, ils peuvent toujours dire, voilà, lui, le Geschäftsführer, il est enregistré au registre du commerce. Il a fait ça. Et s'il y a sa signature, je peux faire confiance parce que ce contrat est valable. Donc voilà, il faut le savoir, mais disons, c'est normal si on se fait confiance et tout ça, mais il faut savoir, voilà, on regarde dans le registre du commerce, il y a écrit qui est Geschäftsführer et est-ce qu'il peut signer seul ou est-ce qu'il faut une deuxième personne. Et dès que ces formalités sont remplies, on peut être sûr que le contrat est valable. Voilà. Ok. Ah, donc ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que un partenaire de la GmbH peut à tout moment voir dans le comment on appelle ça, le register, le Transparenzregister ou le Handelsregister. Handelsregister, voilà, c'est le Handelsregister. Bon, qui est le Gesellschaftsführer, donc le patron de la GmbH, et si derrière son activité est régie par un contrat interne. Comment on appelle ça Non, ça ça peut pas le voir. Ça, tu peux pas le voir. Voilà, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir. Et c'est pour ça que je le dis. Si on se trouve en face d'un Geschäftsführer et on a regardé dans le Handelsregister, on peut être sûr que qu'il a le droit. Vers l'extérieur, son contrat est valable. Ce qu'il fait est valable. D'accord. Mais peut-être. Et s'il y a des restrictions à l'intérieur, ce n'est pas les oignons du partenaire de la société. Voilà. Donc, c'est pas sa tasse de thé. Voilà. Donc, lui doit se défendre envers ses associés. Mais le fournisseur, il peut être sûr que son contrat est valable. D'accord. Ok. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point. Voilà. Le troisième point, c'est qu'il faut faire attention en tant que Geschäftsführer. Il faut toujours avoir en vue si la GmbH est saine et sauf financièrement. S'il est en faillite, déjà, c'est la tâche du Geschäftsführer
de soumettre l'application pour l'ouverture d'une procédure de faillite. Parce que sinon, s'il le fait trop tard, et c'est ça un risque quand même qui est assez grand et qui est quotidien, s'il le fait trop tard, il sera personnellement responsable de tous les paiements qu'il fait après le moment ou qu'il fait après le moment où la société est matériellement, c'est-à-dire selon les règles du droit, déjà en faillite. Et ça peut faire très mal. Mm-hmm. Voilà, mais disons normalement, le Geschäftsführer, il sait comment, il sait s'il y a assez d'argent pour payer toutes les factures, il sait si la société va bien. Donc, dès qu'on entre en mode de crise, il faut commencer à être prudent. Souvent, dans notre conseil, nous remarquons que ce n'est pas tout à fait pris en compte toujours par les Geschäftsführer, qu'ils sont aussi responsables à entrer en procédure de faillite dès le moment où il faut. Donc, c'est quand même une tâche avec une responsabilité qui est grande, c'est-à-dire on a un grand pouvoir pour engager la société, mais on a aussi une responsabilité pour arrêter le cours des affaires au moment où la société est déjà tombée en faillite. Prenons un exemple fictif, complètement. Oui. On crée une GmbH, on met un monsieur X, le Gesellschafter, donc le patron de la GmbH, avec peut-être 2-3 associés, on va dire un associé de plus, ou 2, parce que c'est peut-être plus facile en disant qu'il y a 3 personnes, 2 personnes à le Gesellschafter. Les 2 autres personnes travaillent pour le Gesellschafter. C'est lui qui prend la décision de faire des investissements, des achats, qui a la vue sur le capital de la société. Oui. Les affaires fonctionnent bien, on va dire, ça démarre. À un moment, il y a peut-être des retards de paiement sur des clients ou des fournisseurs qu'on fait poireauter les fournisseurs pour les payer. La société périclite, si on peut dire. Ça veut dire que le Gesellschafter doit avoir toujours une vue sur les entrants et les sortants de sa GmbH, et à partir du moment où peut-être il se rend compte que le business ne fonctionne pas bien, il a l'obligation de voir s'il doit faire une déclaration de faillite pour se protéger. Sinon, c'est sa responsabilité qui est engagée. Dans ce cas-là, la personne, quand la société est déclarée en faillite, j'imagine qu'il y a des mécanismes qui limitent. J'imagine que ça limite son pouvoir, dans le sens où il ne peut plus commander à des fournisseurs. Comment ça se passe? Voilà, je ne sais pas si on fait un peu le cycle d'une GmbH, vie et mort d'une GmbH, c'est un peu raccourci, mais est-ce qu'on peut en toucher un mot là-dessus? Je ne sais pas. Oui, voilà. Donc, en effet, ce que tu as dit, c'est déjà assez va dans la bonne direction. Alors, il faut séparer les associés et les Geschäftsführer. Okay. Les associés, ce sont eux qui donnent leur argent et qui ne sont pas nécessairement au cours des affaires quotidiennes. Okay. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas cette obligation immédiate à appliquer l'ouverture ou à soumettre l'application pour l'ouverture d'une procédure de faillite. C'est ça, c'est le Geschäftsführer. D'accord. Parce que le Geschäftsführer, comme tu dis, lui, il sait, est-ce que je peux payer tous les fournisseurs? Est-ce que je peux payer tout le personnel? Est-ce que je peux payer toutes les assurances sociales, toutes les cotisations sociales au moment où ils sont dus? S'il ne peut plus faire ça, grosso modo, on peut dire il doit, parce qu'il n'y a plus l'argent. C'est-à-dire, c'est pas une question, c'est parce qu'on se dispute sur une facture, mais parce qu'il n'y a plus d'argent, il doit soumettre l'application pour l'ouverture d'une procédure en faillite. Et c'est ça où, comme tu dis, il y a un administrateur qui entre en jeu, et c'est la procédure, selon la loi, la Insolvenzordnung, qui démarrera.
Ok. Et ce que je voulais dire, c'est pas nécessairement une GmbH peut vivre pendant très longtemps et peut être peut avoir beaucoup de succès. Oui. Je viens à cet aspect-là parce que en tant que Geschäftsführer, ça ne suffit pas qu'on soit juste Geschäftsführer et après qu'on fasse plus rien. C'est-à-dire, la loi lui demande d'activement participer des obligations. Aux opérations. Ce qui n'est pas le cas pour les associés. C'est là où, juste une fois par an, au moins, ils doivent décider qu'est-ce qu'on fait avec les résultats. Ok, d'accord. Et voilà, donc c'est pour ça. Et aussi, le Geschäftsführer ne doit pas nécessairement être un associé. Donc ça peut être une personne étrangère. Étrangère sans le capital, ok. Un gestionnaire. Voilà, un gestionnaire, c'est tout à fait possible. Et est-ce qu'on peut avoir le cas d'avoir plusieurs Gesellschaftsführer, bien sûr? Oui, tu peux avoir plusieurs. Normalement, la loi, elle dit même s'il y a deux, par définition, sauf en convention contraire, s'il y a deux Geschäftsführer, ils peuvent seulement signer à deux. Oui. Donc la loi, elle a déjà prévu qu'il y a deux Geschäftsführer. Souvent, on dit non, ça c'est pas pratique parce que avoir toujours deux signatures sur un papier, peut faire des délais. Un est malade ou en vacances, voilà, ça peut faire des délais. Mais en effet, tu peux avoir 1, 2, 3, 4. Donc il y a tout à fait, il y a toutes les possibilités. Et du coup, j'imagine l'idéal, c'est de mettre derrière dans la GmbH un contrat de gérance. Pour dire, il y a le Gesellschaftsführer 1 qui ne doit demander aux deux autres gérants, on va dire, parce que ce n'est pas des associés, des gérants, l'autorisation à signature si, j'en sais rien, un investissement de X euros, quoi. Okay. Voilà, tu peux faire ça et tu peux même dire, non seulement les autres gérants, aussi demander aux associés s'ils sont d'accord. Voilà. On peut faire ça. Donc, il y a une grande liberté contractuelle. Voilà. Donc, une grosse importance, d'où dans la création de la GmbH, les statuts et les mécanismes de gérance à l'intérieur, qui peut-être prennent un certain temps. Qui peuvent évoluer aussi. On peut les faire évoluer. Qui peuvent évoluer. Et c'est ça peut-être un dernier point qu'on peut évoquer ici, les statuts. Donc, les statuts, c'est la loi de la GmbH, c'est le contrat entre les associés pour faire la GmbH, où il y a le nom, le but de la société, les capitaux qui sont libérés, le siège, comment on fait la rencontre des associés, donc la convention des associés, quel délai pour inviter, tout ça. Donc ça, c'est le statut. Ce qu'il faut savoir, c'est pour créer une GmbH, il faut aller chez un notaire qui va prendre le contrat et qui va notarier l'acte de la création. Pour chaque changement du contrat, des statuts, il faut aussi aller chez le notaire parce que c'est la forme notariale qui est demandée en droit allemand. Donc ça veut dire on ne le change pas tous les 4 matins. Il vaut mieux prendre plus de temps avec son avocat ou son cabinet de conseil pour bien définir dès le début si on a une idée claire, voir quitte tous les ans s'il faut le changer ou pas, mais c'est pas l'idéal. Même pas. Souvent, c'est une fois. Voilà. Il y a des standards. On rencontre des changements vraiment dans les statuts, dans les situations de start-up, par exemple, où tu as vraiment de développement, les différentes étapes. Des développements, il y a d'autres investisseurs institutionnels qui viennent et qui veulent changer les règles et tout ça. C'est là où on rencontre en effet des changements des statuts. Ou si le siège, si la société déménage, ça arrive parfois. Ça, on peut le faire. Ce qu'on fait souvent... Pardon, si le Geschäftsführer change aussi. Non, ça, c'est pas une question de changement de statut. Ça change pas. En effet, il faut aussi passer dans un notaire. Si tu changes oui et non. Normalement, non, parce que ça suffit que le Geschäftsführer lui-même soumet la nouvelle personne. Cette information au registre du commerce, mais les notaires, c'est eux qui communiquent avec le registre du commerce. Donc, quand même, souvent, ça passe par le notaire. C'est pas notarié. Ce qu'il faut savoir, les statuts sont toujours
publié dans le registre de commerce. C'est-à-dire, on sait ce qu'il y a dans les statuts. Mais on sait aussi que parfois les associés veulent ne pas tout diffuser. Veulent régler des questions qui ne sont pas faites pour le public. C'est-à-dire, comment est-ce que est-ce que les profits sont répartis entre les associés? Voilà. Est-ce que le Geschäftsführer, on peut mettre ça aussi dans des contrats comme ça, est-ce que le Geschäftsführer doit demander aux associés pour des investissements d'une certaine taille et tout ça? Pour cette raison, ou est-ce qu'il y a des mécanismes si un associé veut vendre ses parts sociaux à une tierce personne, est-ce qu'il doit demander les autres associés avant ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? C'est pour ça que souvent, il y a deux contrats. Il y a les statuts qui sont publiquement accessibles au registre du commerce et il y a ce qu'on appelle la convention des associés. Donc, tu disais, il y a deux éléments à mettre. Donc, ce qui est public, c'est les statuts de la GmbH et la convention des associés, c'est ça ou... Voilà, die Gesellschaftervereinbarung. Les Vereinbarungen. Die Gesellschaftervereinbarung, c'est là où on met toutes les choses qui sont un peu plus privées, si on veut. Les règles internes, quoi. Les règles internes de la GmbH, de fonctionnement. Entre les associés. Entre les associés. Oh. Et ce contrat doit aussi être notarié, mais il ne sera pas publié au registre du commerce. Ouais, ça je connais. Donc, voilà. Donc, si un de nos écouteurs veut s'engager dans une GmbH et il entend le mot Gesellschaftervereinbarung, donc c'est là où vraiment la musique jouera, c'est-à-dire c'est là où les règles intéressantes seront. Il faut être très vigilant, il faut lire très bien cette convention-là, parce que c'est là où il y a l'argent, où la répartition de l'argent. Mais ce n'est pas publié, ce n'est pas public. Okay. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Il y a aussi la liste des associés, c'est-à-dire on voit toujours au registre du commerce qui est associé d'une GmbH. Et voilà, donc notaire, nous avons étudié. Est-ce qu'il faut un avocat pour créer sa GmbH? Formellement, non. Ouais, on peut aller directement, mais c'est au notaire. Voilà, on peut le faire si on est seul. Hein, on peut créer une GmbH à personne unique. Avec les standards, avec les documents standards, mais standard. Mais dès qu'il y a deux personnes, je conseille qu'on se prenne un avocat, peut-être même un avocat pour chaque côté, parce qu'il y a des négociations qui se font, et surtout s'il y a deux personnes, ce n'est pas conseillé à faire 50-50 pour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si on ne s'entend plus? Voilà, parce que ça peut arriver dans des deadlocks et ça peut être très pénible de se dénouer après. Donc voilà, peut-être pour terminer sur ça, est-ce qu'il faut un avocat? Non, si on est vraiment sur des termes standards, mais dès qu'il y a plus qu'une personne, c'est quand même conseillé à se renseigner une fois pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont les risques et quels sont les avantages aussi d'une telle forme de société en Allemagne. Bah écoute, super. Merci Christophe Hortel pour ce passage sur la GmbH. Un épisode, chers auditeurs et auditrices, peut-être très long, mais plein d'informations. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, mettez-nous un commentaire ou revenez vers moi, vers le podcast, pour savoir si ce genre de chemin qu'on prend avec le podcast, ça vous intéresse. Si peut-être à l'avenir de dire, voilà, on aimerait parler d'un sujet particulier en droit des entreprises ou des affaires. C'est toujours intéressant de partager ça, hein. Bien sûr, comme on le disait, je ne l'ai peut-être pas dit au début, maintenant ce podcast est là qu'à titre informatif, hein. On n'est pas là pour vous dire comment créer une société, mais l'idée c'est surtout d'avoir nos invités qui viennent vous donner un Vorgeschmack, un avant-goût, vous renseigner, c'est toujours agréable de manière ludique
d'apprendre ce genre d'éléments et de découvrir. Donc je te remercie beaucoup Christophe de ton passage, de tes explications. La dernière question que tu connais sur l'épisode, c'est un peu comment on peut te contacter. Est-ce que vers le cabinet ou sur LinkedIn ou par mail, qu'on mettra bien sûr si tu le souhaites ou pas dans l'article de blog. Comment te contacte alors Christophe? Oui, alors merci Joël beaucoup pour m'avoir invité sur ton fantastique blog. Il est super intéressant et j'ai quand même écouté pas mal d'épisodes qui sont toujours super informatifs. Et ce que j'adore, c'est d'apprendre sur les parcours des différents gens que tu interviews. C'est ça l'aspect pour moi vraiment très intéressant. Okay, je te remercie. Donc, pour me contacter, bien sûr, à travers mon cabinet, Bröder Manyan, et sur LinkedIn, je suis aussi Christophe Hurtel. On me trouve sous le slogan Think Cross Border. Donc, voilà, il y a. Oh. Tu peux mettre ça dans tes notes. On mettra ça dans le blog. Ouais. Je te remercie beaucoup. Écoute, je te remercie aussi de revenir, de ce retour sur le podcast et blog sur les parcours. C'est vrai que c'est un peu l'objectif et c'est ce qu'on veut partager. C'est-à-dire que on rencontre nos collègues, on connaît les gens et puis en fait on ne connaît pas du tout le parcours et je pense que c'est une source, on va dire, d'inspiration et inépuisable d'informations où se dire, ben voilà, le parcours de cette personne, il a vécu dans ce pays, il a appris ses langues, il a travaillé sur ça, il a été salarié, puis il s'est mis à son compte. Et en fait, rien que ce genre de partage d'informations, les gens se disent, bon, on est là pour vendre quelque chose. Non, pas du tout. C'est surtout apporter l'inspiration, donc je pense qu'on est en plein dedans. Et Christophe, j'ai été ravi vraiment que tu viennes. Je serais ravi de te réinviter s'il y a d'autres thématiques dans quelques mois, quelques années, si on en rediscute, de nous rejoindre. Et faire le lien, comme je t'ai rencontré par le MS72, refaire un clin d'œil, inviter nos amis entrepreneurs, femmes, hommes, sur Hambourg. On a encore faire un peu de pub pour nos amis de MS72, dans le sens où c'est assez informel. On se retrouve une fois par mois, soit chez l'un, chez l'autre, entrepreneur, cabinet d'avocats, dans les assurances ou dans d'autres lieux, un entrepreneur dans un café peut-être, c'est peut-être une idée, et qui nous présente un peu une thématique. Et, donc c'est plutôt en soirée, donc soit une petite collation, apéro, enfin à la française, et ça permet aussi bien sûr de networker autre qu'en virtuel, donc de se rencontrer. C'est vrai que c'est assez convivial et donc je vous invite vraiment, n'hésitez pas, soit en contactant par le podcast, soit on vous mettra en relation avec les 3 personnes fondateurs, Benjamin, Hugues et Myriam, que vous avez dû entendre sur ce podcast. Il ne me reste plus qu'à te dire, Christophe, merci de ton temps, de ton passage, et je te dis à bientôt. À bientôt et merci de même. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3 e.com.
le podcast de Monsieur Joe. Et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.